Si vous étiez coincé dans un manoir effrayant avec une ballerine vampire qui essaie de vous arracher la tête, que feriez-vous? Ces criminels pensaient gagner de l'argent facilement, mais ils sont sur le point de découvrir qu'ils se sont attaqués à la mauvaise petite fille. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la petite ballerine vampire dans Abigail. Tard dans la nuit, quelque part à New York, une jeune danseuse de ballet nommée Abigail entre sur scène et commence à répéter son numéro. Pendant ce temps, cette femme Joey, une ancienne infirmière de l'armée, est tapie dans une ruelle à l'autre bout de la ville et elle grimpe sur la banquette arrière d'un SUV noir quand celui-ci arrive pour la prendre. Elle fait partie d'une équipe de criminels qui a pour mission d'enlever la jeune fille et de la séquestrer en échange d'une rançon versée par son père fortuné. Mais accepter ce travail sera leur plus grosse erreur. L'autre moitié de l'équipe arrive un peu plus tôt que prévu à la propriété de plusieurs millions de dollars de la famille. Et leur hackeuse, Sammy, neutralise le système de sécurité de la maison depuis une camionnette garée de l'autre côté de la rue. Tandis que le guetteur, Rickless, se met en position sur le toit pour faire le guet. Joey et les autres arrivent à l'heure prévue. Ils franchissent directement la porte d'entrée et choisissent de se cacher dans la chambre de la cible. Quelques instants plus tard, la voiture transportant Abigail s'arrête sur la propriété et elle s'installe sur son lit complètement inconsciente de ce qui est sur le point de se produire. Ou peut-être que c'est justement ce qu'elle veut qu'il pense. La fillette ne se laisse pas faire aussi facilement qu'il le pensait. Mais avec l'aide de Peter, le gros bras du groupe, Joey parvient à lui administrer des sédatifs qui l'endorment. Et il se faufile par l'arrière de la propriété sans se faire prendre, grimpant à l'arrière du van et filant à toute allure vers leur planque, quelque part à la périphérie de la ville. Quelque temps plus tard, ils arrivent enfin dans un vieux manoir sinistre, au milieu de nulle part, où ils rencontrent Lambert, l'homme qui a organisé le coup. Il leur dit qu'il y a 50 millions de dollars en jeu s'ils réussissent à faire ça correctement. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de garder un œil sur la petite fille pendant les prochaines 24 heures, le temps de convaincre son père de payer. Joey essaie de demander plus d'informations sur la famille de la fillette, mais Lambert lui répond que ce n'est pas important, leur rappelant de toujours s'en tenir à leur nom de code. Puis il récupère leur téléphone pour qu'ils ne puissent pas être tracés. En partant, il leur dit que seul Joey doit parler à la petite fille, afin qu'elle n'entende qu'une seule de leurs voix. Et c'est ainsi que leur nuit infernale peut commencer. Ok, ces types sont les pires babysitters qui soient. Et attendez qu'ils découvrent qui est vraiment cette gamine. Mais voilà ce qu'il en est. Joey et son équipe sont probablement trop absorbés par l'instant présent pour s'en rendre compte, mais depuis le début, il y a eu quelques signaux d'alarme à propos de ce contrat qui semblaient un peu suspects. Pour commencer, ça ne vous semble pas un peu trop simple que tout ce qu'ils aient eu à faire, c'est de déverrouiller les serrures et d'entrer directement par la porte d'entrée? Je veux dire, pour des gens qui ont autant d'argent et un système de sécurité aussi perfectionné, n'aurait-il pas dû être un tout petit peu difficile de pénétrer à l'intérieur? C'est une question de bon sens. Ils ont des voitures d'une valeur d'1,5 million de dollars dans l'allée, mais ils ont laissé leur fille de 12 ans seule dans la maison sans même un seul garde du corps. Non, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Et c'est encore plus étrange quand on observe les détails. Ils étaient probablement trop occupés à essayer de ne pas se faire prendre pour s'en rendre compte eux-mêmes, mais dans la chambre de la fillette, il semble que le miroir de sa coiffeuse ait été recouvert d'un drap. Et pour quelle raison? Parce que si quelqu'un avait remarqué qu'elle n'avait pas de reflet, il ne serait peut-être pas tombé dans le piège. Et puis, il y a le manoir lui-même. Traitez-moi de parano si vous voulez, mais pourquoi exactement un manoir de plusieurs millions de dollars rempli d'artefacts inestimables resterait-il là, vide, attendant gentiment qu'une bande de criminels s'en serve comme planque? Quant à Lambert, il a dit qu'il récupérerait leur téléphone parce qu'il craignait qu'il soit localisé. Mais Sammy a déjà utilisé le sien dans la cachette. Si c'était vraiment une question de sécurité, alors il est déjà trop tard, parce que chacun d'entre eux pouvait déjà être localisé là-bas. Et il semble qu'ils auraient dû se débarrasser des téléphones avant d'arriver à la planque, juste pour être sûr. Comme je l'ai dit, ce ne sont que de petits détails. Mais parfois, les petites choses peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Si j'étais eux, j'aurais des doutes sur ce plan. Mais le temps qu'ils réalisent à quel point ils sont dans la merde, il sera déjà trop tard. Les autres se rassemblent au bar et commencent à discuter de l'identité du père de la gamine. Ils pensent qu'il doit être impliqué dans des activités criminelles pour s'offrir une maison aussi imposante. Dean, le chauffeur du groupe, prétend qu'il a le don de bien cerner les gens. Mais Joey lui donne tort en devinant rapidement l'histoire de chacun d'entre eux. Elle identifie Frank comme un ancien inspecteur de police, Pete comme un gros bras un peu idiot, Sammy comme une gosse de riche et Rickless comme un ex-marine. C'est une belle prouesse, mais elle n'est pas la seule à pouvoir le faire. Et on découvre que Joey n'est pas accro qu'aux sucreries. Frank s'empresse de dire que Joey est une ancienne junkie et qu'elle ne doit pas laisser ses vieilles habitudes gâcher le travail des autres. Au bout d'un moment, Joey va voir Abigail, qui est toujours attachée dans une des chambres. Terrifiée, elle supplie la jeune femme de la laisser rentrer chez elle. Et bien que Joey dise qu'elle ne peut pas le faire tout de suite, elle accepte d'enlever le bandeau des yeux de la fillette et de desserrer un peu ses menottes.
Joey essaie de rassurer la petite fille en lui disant que tout ça sera bientôt terminé. Elle promet à Abigail avec un pacte de petits doigts qu'elle ne laissera personne lui faire du mal et lui avoue qu'elle a un fils du même âge. Quand Abigail apprend qu'ils la retiennent pour une rançon, elle dit que le plan ne marchera pas parce que son père ne se soucie pas d'elle. Alors que Joey s'apprête à partir, la fillette s'excuse de manière menaçante pour ce qui va leur arriver à tous. Inquiète, Joey retourne au salon pour avertir les autres que le père de la petite fille pourrait être dangereux. Mais Frank lui dit de ne pas s'inquiéter, disant que ce n'est probablement qu'une tactique d'intimidation. Il décide donc d'aller voir la fillette lui-même, sans savoir que Joey lui a enlevé son bandeau. Il est tout de suite en panique quand il s'aperçoit qu'Abigail a vu son visage, et il la prévient qu'elle doit oublier tous les détails qu'elle a pu voir. La jeune fille avoue que son père s'appelle Christophe Lazare, et pour Frank, ça change tout. De retour au bar, Frank rassemble ses affaires et annonce aux autres qu'il en a fini avec ce travail. Apparemment, Lazare est une sorte de croque-mitaine de la pègre, qui fait regretter aux gens qu'il croise d'être né. Joey suggère de rendre anonymement la fillette à son père, mais Frank dit que ce ne sera pas possible maintenant qu'elle a vu son visage. Et grâce à l'astuce de Joey, ils en savent assez sur l'histoire de chacun pour que Lazare, s'il parvient à attraper l'un d'entre eux, puisse les retrouver tous. Après mûre réflexion, ils décident de poursuivre le contrat, de prendre l'argent et de disparaître ensuite. Mais le père de la demoiselle n'est pas le seul dont ils devraient avoir peur, et ils vont bientôt s'en apercevoir. Ok, waouh! Et moi qui pensais que Joey était censé être une sorte de professionnel, je crois que c'est raté. Le travail consistait à surveiller le bon déroulement des événements pendant 24 heures, mais il n'a fallu que 20 minutes pour perdre complètement le contrôle de la situation. Et ce, sans même que la fille sorte de sa chambre à coucher. Il faut un talent particulier pour réussir ça. Alors Joey, tu as merdé. La vérité à ce stade, c'est que Joey n'aurait pas pu se compliquer davantage la tâche, ni celle des autres membres de l'équipe, si elle avait essayé. Les enjeux de ce travail sont énormes, et ils n'en connaissent même pas encore la moitié. Mais comme l'a dit Lambert, le plus dur est déjà fait. Tout ce qu'elle avait à faire était de suivre 3 règles très simples, et tout le monde rentrerait à la maison plus riche de 7 millions de dollars. Pas de vrai nom, pas de détails sur leur vie, et ne jamais laisser la gamine voir le visage de qui que ce soit. On pourrait penser que c'était assez facile, non ? Et pourtant, cette idiote a en quelque sorte réussi à enfreindre 2 des 3 règles au cours de la première demi-heure. Beau travail, mademoiselle la criminelle. Ils étaient censés en savoir le moins possible l'un sur l'autre, n'est-ce pas ? Et c'était pour une bonne raison. Mais cette pain-bêche s'est mise à faire son numéro de Madame Soleil et à dévoiler l'histoire exacte de chacun comme si elle travaillait pour le FBI. Sérieusement, Joey, tu aurais pu demander à tout le monde d'écrire leur adresse et leur numéro de sécurité sociale pendant que tu y étais. Parce que ça ne sert plus à rien d'essayer de garder l'identité de qui que ce soit secrète maintenant. Et à vrai dire, c'est même pas la pire des choses qu'elle ait faite. Notre détective d'un jour, qui savait si bien cerner les gens, s'est laissé facilement manipuler par quelques pauvres petites larmes. Elle est entrée dans cette pièce pour veiller à ce que tout se passe en douceur. Et en l'espace de 60 secondes, elle a enlevé le bandeau des yeux de la petite fille et lui a desserré les menottes, comme si elle dirigeait une putain de garderie. Honnêtement, c'est impressionnant de la part de cette gamine. Harry Houdini n'aurait pas pu se sortir de ce mauvais pas plus rapidement. Elle a réussi à tromper la vigilance de sa ravisseuse en moins de temps qu'il n'en faut pour réchauffer un panini au micro-ondes. Et le plus effrayant, c'est qu'elle n'en est qu'à ses débuts. Sérieusement, Joey, quel genre de criminel qui se respecte établit un lien émotionnel immédiat avec la personne qui l'utilise littéralement comme monnaie d'échange pour voler 50 millions de dollars à son père? Est-ce que c'est parce que tu te sentais mal pour elle? Bon, je suis désolée de te le dire, mais tu n'as pas remarqué qu'elle n'agissait plus du tout comme une gamine effrayée quand elle s'est excusée pour ce qui allait arriver? Qu'elle était plutôt comme un loup dans une bergerie? Cette fille n'est pas en danger, c'est elle le danger! Et aussi mauvais que ça puisse paraître, ils n'ont aucune idée de la folie qui les attend. Joey a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour compliquer les choses au maximum. Et maintenant, comme l'a dit Frank, même s'ils parviennent à s'en sortir, la petite pourra dire à son papa qui ils étaient. Et ils devront passer le reste de leur vie à fuir la loi et le parrain du crime organisé. Ah oui, et ils vont aussi découvrir que c'est un putain de vampire. Alors amusez-vous bien là-dedans. Je suis désolée Joey, mais tu as merdé. Pendant que les autres gardent leur position, Joey fouille la maison à la recherche de passages potentiels qu'ils auraient pu manquer. Pendant ce temps, Sammy essaie de se détendre en regardant des dessins animés dans une des chambres de l'étage. Mais elle reçoit la visite surprise de son pote Dean. Apparemment, le transi d'amour s'est convaincu tout seul qu'elle le voulait. Mais Sammy le chasse agressivement de la pièce, lui faisant comprendre aussi clairement que possible qu'elle n'est pas intéressée. N'ayant rien de mieux à faire, Dean décide d'aller jeter un coup d'œil dans la cuisine. Et alors qu'il fouille dans le frigo à la recherche de quelque chose à grignoter, une porte s'ouvre mystérieusement toute seule derrière lui en grinçant.
Pour une raison que je ne comprendrai décidément jamais, ce génie se dit que ce serait une bonne idée d'aller voir lui-même ce qu'il en est. Au début, tout ce qu'il trouve, c'est un rat qui fouille dans un vieux débarras. Mais quand il se retourne pour partir, quelque chose l'attrape rapidement par les chevilles et lui claque la tête contre les escaliers, le tirant en arrière tandis qu'il crie aux autres de l'aider. Quand elle entend ça, Sammy suit nerveusement le bruit pour voir ce qui s'est passé. Il n'y a aucun signe de Dean dans la réserve, mais quand elle retourne à la cuisine, elle trouve ce qui reste de lui assis à la table, la gorge tranchée si profondément que sa tête entière tombe au moment où elle le touche. Ok, bon, je pense que nous savions tous que ce n'était qu'une question de temps avant que ça n'arrive à quelqu'un. Et je ne peux pas dire que je sois surprise que ce soit Dean ici présent qui soit tombé le premier. Vous voyez les amis, ce scénario est exactement la raison pour laquelle je dis toujours que regarder trop de films d'horreur peut en fait vous sauver la vie. Vanilla Ice ici a enfreint la règle numéro 1 quand on passe la nuit dans un vieux manoir effrayant. Ne jamais, et je dis bien jamais, aller enquêter sur des bruits étranges ou des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Surtout pas celle du sous-sol, et encore moins quand vous êtes seul et que personne d'autre n'est encore mort. Si vous le faites, vous feriez mieux d'avoir au moins une croix et un lance-flamme à portée de main pour ce qui se trouve de l'autre côté. Et je vous conseille de bien garder la tête sur les épaules, au risque de vous retrouver sans tête du tout. Mieux encore, occupez-vous de vos affaires, fermez la porte et partez comme si vous n'aviez rien vu de bizarre. Le danger n'aurait pas pu être plus évident s'il y avait eu un néon géant au-dessus de la porte qui disait « Les décapitations, c'est par ici ». Mais il est quand même entré en lançant le bon vieux « Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ?» Comme si nous n'avions pas été prévenus de ce genre de choses depuis les années 80. Et c'est comme ça qu'on finit par être utilisé comme accessoire pour une blague douteuse de grands malades. Et nous n'aurons aucune chance si nous continuons à nous faire avoir par les plus vieux trucs des films d'horreur. Dans une minute, les autres vont voir ce qui est arrivé à Dean. Et c'est précisément à ce moment-là que n'importe quelle personne dotée d'un cerveau en état de marche dirait qu'il est grand temps de se tirer de cette foutue baraque. Mais malheureusement pour eux, ce ne sera pas aussi facile que de simplement passer la porte d'entrée. Ils sont sur le point de réaliser qu'ils sont tous piégés ici avec ce qui a fait ça à Dean. Et ça change complètement la donne. Nous avons vu que Dean n'était pas sur la chaise quand Sammy est descendu la première fois. Et le fait que ce à quoi ils sont confrontés est assez fort, rapide et furtif pour déplacer son corps et le mettre en place sans qu'elle s'en aperçoive, prouve qu'ils peuvent facilement tomber dans une embuscade à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout le monde doit se serrer les coudes pour se couvrir les uns les autres et essayer de s'enfermer dans un espace aussi restreint que possible pour limiter les angles d'attaque potentiels du tueur. Le seul point positif, c'est qu'ils sont tous lourdement armés. Mais je ne voudrais tout de même pas prendre de risques inutiles. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est s'installer rapidement dans un endroit aussi sûr que possible et espérer pouvoir survivre au reste de la nuit. Ils vont probablement aussi s'inquiéter de la sécurité de la fille. Mais comme nous le savons déjà, et comme ils sont sur le point de le découvrir, c'est Abigail elle-même qui est la véritable menace ici. À présent, c'est Pete qui vient vérifier ce qui se passe. Et après avoir vu ce qui est arrivé au chauffeur, il décide qu'il est temps de rassembler l'équipe pour une réunion d'urgence. D'après les apparences, ils craignent que tout ça ne soit l'œuvre de l'homme de main de Lazare, un psychopathe nommé Valdez, qui a la réputation d'être un tueur très brutal, capable de vous atteindre où que vous essayiez de vous cacher. Le groupe décide de monter à l'étage et de vérifier comment va la fillette, tout en essayant de comprendre comment Valdez a pu savoir où les trouver. Frank trouve Abigail saine et sauve là où il l'avait laissée. Mais Rickless déclare qu'il en a assez, et il dit aux autres qu'il rentre chez lui. Dans le hall, il ouvre la porte d'entrée et découvre qu'ils ont été enfermés derrière une lourde grille de fer. Mais ce n'est pas le pire, parce que tout à coup, des volets métalliques se lèvent pour couvrir les fenêtres, les laissant tous les quatre coincés à l'intérieur. Paniqué, Rickless retourne à son poste de surveillance au premier étage et il s'aperçoit que son arme a disparu. Quant à Joey, elle décide de confronter la petite fille pour voir si elle peut leur apprendre quelque chose sur ce qui se passe ici. Bouleversée, Abigail hésite d'abord à lui dire quoi que ce soit, mais elle tente de jeter Frank sous le bus en disant que le policier était Valdez en personne depuis le début. Une fois dans le couloir, Joey raconte à Rickless ce qu'elle vient d'apprendre, mais ils n'arrivent pas à se débarrasser tous les deux du sentiment que quelque chose dans tout ça ne colle pas vraiment. Rickless décide alors d'interroger Frank pour savoir ce qu'il sait, en voyant Joey chercher les deux autres. Mais au moment où il se tourne le dos, quelque chose d'incroyablement étrange se produit. Sentant qu'il y a un problème, Joey se retourne pour voir Rickless qui se tient immobile au bout du couloir. Mais quand elle s'approche de lui, elle découvre que la moitié du visage et la gorge de l'homme ont été complètement arrachés, sans aucun signe de lutte. Horrifié, Joey retourne au bar et interpelle les autres, accusant Frank d'être le tueur à gages. Mais ce dernier a une autre idée de ce qui se passe ici. Frank pense que la fille essaie de les monter les uns contre les autres, et il envoie Pete ici pour la forcer à répondre s'il faut en passer par là.
La situation s'envenime et la tension monte d'un cran. Mais pendant que tout le monde est distrait, la fillette décide qu'il est temps pour elle de leur montrer qui est vraiment la personne la plus dangereuse dans cette maison. Abigail se casse elle-même les mains, se libère de ses menottes, puis elle se lève sur le lit en hurlant contre ses ravisseurs, révélant une bouche pleine de crocs aiguisés comme des lames de rasoir. Avant même que qui que ce soit ne puisse réagir, elle saute sur Peter et s'apprête à lui arracher la gorge, forçant Frank à l'envoyer à terre d'un seul tir bien placé. Mais la fillette se relève immédiatement, parfaitement indemne. Terrifiés, tous les quatre se retirent rapidement dans le couloir et verrouillent la porte de la chambre derrière eux, ce qui semble retenir Abigail, du moins pour l'instant. Ok, bon sang, je suppose que maintenant ils savent à quoi ils ont affaire, et d'une certaine manière, c'est encore pire que le tueur à gages le plus dangereux de la planète. On a une véritable ballerine vampire en liberté, et elle a déjà liquidé presque la moitié de l'équipe avant même qu'ils ne se rendent compte de ce qui se passait. À moins qu'ils ne veuillent finir comme Dean et Riklos, il semble qu'il n'ait que deux choix. Soit trouver un moyen de sortir de la maison, soit affronter le problème de front et s'occuper d'Abigail. Puisque sortir de la maison semble être la plus facile des deux options, commençons par là. Ils n'iront nulle part tant qu'ils n'auront pas réussi à contourner cette grille. Mais s'ils réfléchissent ensemble, ils pourront peut-être trouver quelques idées. Nous devons contourner le système de sécurité. Mais sans l'équipement de piratage de Sammy, ils devront faire preuve de créativité dans leur approche. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer de trouver le tableau électrique et de réinitialiser manuellement l'alimentation de tout le bâtiment. Ce qui, avec un peu de chance, pourrait débloquer les verrous. Si ça ne fonctionne pas, l'étape suivante consistera à passer à la force physique. La grille est peut-être trop solide pour que Pete puisse la défoncer, mais s'ils prennent un bout de la corde qui était dans la réserve où Dean a été tué, ils pourront peut-être tous les quatre travailler ensemble et l'ouvrir. Ils pourraient aussi essayer de rassembler un tas de produits chimiques de la cuisine et faire sauter la grille ou un des panneaux de la fenêtre hors du cadre. En outre, je pourrais essayer de contourner le système de sécurité en cherchant une sortie secrète, puisqu'il est presque certain qu'il y a toujours des passages secrets cachés dans une propriété comme celle-ci. S'ils ne peuvent pas sortir, alors les choses vont vraiment empirer, parce qu'ils n'auront plus qu'à combattre le vampire. Cette porte en bois ne va pas la retenir longtemps. En fait, elle est même probablement déjà sortie. Alors ils vont devoir mettre au point un plan de bataille. Et vite. Pour ça, il faut commencer par ce que nous savons déjà sur les vampires. Ils ont une force, une vitesse et des sens surhumains. Et ils peuvent guérir rapidement de toute blessure, comme nous l'avons vu lors de la première confrontation. Nous devrons également nous méfier de ses capacités à contrôler l'esprit et de son pouvoir de se transformer en différentes créatures, comme le rat que Dean a vu dans la cave. Pour ce qui est des faiblesses, nous avons la lumière du soleil, les pieux en bois, l'ail, les croix, l'argent et bien sûr le bon vieux feu qui peuvent faire le job. Cela dit, la première chose à faire est d'enfiler une de ces armures qui traînent dans la maison. Non seulement ça lui rendra la tâche plus difficile, mais ça me donnera aussi la confiance dont j'ai absolument besoin pour m'en sortir vivante. Ensuite, il nous faudra des armes. Je commencerai par chercher tout ce qui est en argent dans la cuisine et je fabriquerai des pieux et des croix avec tout ce que je trouverai. Toutes les cheminées sont déjà allumées. Il devrait donc être assez facile de fabriquer des torches. Et l'alcool qui se trouve derrière le bar pourrait même servir à préparer des cocktails Molotov. Ils doivent juste faire attention à ne pas mettre le feu à tout le bâtiment avant d'avoir trouvé un moyen de sortir. Ils ont l'avantage d'être arrivés ici déjà bien équipés. Même si malheureusement leur puissance de feu ne leur permettra pas de faire grand-chose. Mais un tir à la tête l'étourdira pendant au moins quelques secondes. Ça ne la retiendra pas éternellement, mais un tir bien placé pourrait bien vous faire gagner du temps si vous êtes acculé et que vous devez sortir rapidement. Frank a mentionné qu'il est déjà 3h30 du matin, ce qui veut dire que dans 3 heures ou moins, le soleil se lèvera à nouveau. Ça leur donnerait une arme supplémentaire contre Abigail s'ils parvenaient à faire entrer la lumière du soleil dans le bâtiment de quelque manière que ce soit, et à exploser des sections entières de la maison par exemple. Ça en ferait une zone sûre pour les survivants, au moins pendant les heures où il fait jour. Comme nous l'avons déjà dit, l'essentiel est que tout le monde reste groupé dans une partie sûre de la maison. Ils pourraient même tendre des pièges à Abigail s'ils sont prêts à prendre le risque de la piéger en l'incitant à poursuivre l'un d'entre eux. Puis, pendant qu'elle se concentrera sur lui, ils pourraient appeler un ami pour qu'il surgisse de quelque part et la transperce avec un pieu. Maintenant, si les choses tournent vraiment mal, alors j'ai 2 plans de secours basés sur les points faibles des vampires, qui sont tellement fous qu'ils pourraient bien fonctionner. Première option, comme les vampires ne peuvent pas entrer dans une propriété privée sans y avoir été invités, je fabriquerai une sorte de cabane avec les draps et je mettrai un message disant « Stop Abigail » devant. Deuxième option, certaines histoires disent que les vampires ne peuvent pas traverser l'eau qui coule. Alors je me mettrai dans la baignoire avec le robinet ouvert et elle ne pourrait normalement rien contre moi. Est-ce que l'une ou l'autre de ces options est garantie de fonctionner? Bien sûr que non. Mais quand on se bat contre une ballerine morte vivante, il est temps de sortir des sentiers battus. De retour dans le hall d'entrée, le groupe décide de trouver un plan pour savoir ce qu'ils vont faire maintenant que leur otage s'est révélé être une ballerine vampire.
Frank demande à Sammy si elle peut s'introduire dans le système de sécurité de quelque façon que ce soit, mais elle répond que ce n'est pas possible sans son équipement de hackeuse. Réalisant qu'ils sont coincés ici jusqu'à ce que Lambert revienne, Joey et les autres commencent à balancer toutes les idées qu'ils ont entendues sur la façon de combattre Miss Dracula Junior là-haut. Après avoir passé en revue les clichés habituels, le policier envoie Pete aiguiser des queues de billard pour en faire des pieux en bois et Sammy à la cuisine pour chercher de l'ail, prévoyant d'armer le groupe avec des outils de tueurs de vampires pour donner le change et de livrer un vrai combat contre Abigail. Joey essaie de lui dire que c'est une mauvaise idée, parce que la fille va s'attendre à une contre-attaque, mais Frank refuse d'écouter et il conduit les autres jusqu'à la chambre d'Abigail. Ils entrent dans la chambre et découvrent avec stupeur que la fillette a réussi à s'échapper. C'est alors qu'ils entendent de la musique classique provenant de quelque part à l'étage supérieur. En suivant le bruit, ils arrivent tous les trois dans une pièce où ils trouvent la ballerine en train de danser sur la scène avec le corps sans tête de Dean. Sammy se précipite sur la fille en premier, mais Abigail la domine facilement en lui arrachant l'ail des mains et en le reniflant pour prouver que leur stratégie de guerre à base de légumes ne servira à rien ici. Pete parvient ensuite à l'attraper, mais malgré le fait qu'il soit plus de 2 fois plus grand qu'elle, elle le met à terre et commence à le poignarder avec la croix qu'il porte autour du cou. Furieux, Frank arrive par derrière et abat son pieu aussi fort qu'il le peut. Mais Abigail lui attrape le bras, tourne sur elle-même et lui plante la queue de billard en plein dans la cuisse. Les trois se retirent alors rapidement de la pièce. Abigail les laisse s'échapper pour l'instant, mais elle ne tardera pas à revenir pour un autre round. Ok, Frank ici présent avait la bonne idée d'essayer de s'occuper du vampire le plus vite possible. Le seul problème, c'est qu'ils sont tombés dans un piège évident. Au lieu de jouer selon leurs propres règles, ces sacs à viande ont perdu le 3 contre 1 quand tout ce qu'ils avaient à faire était de se ruer sur elle en même temps. Un seul coup avec un de ses pieux et tout aurait été fini en un claquement de doigts. Pete était même assez fort pour la tenir immobile au moins quelques instants. Alors s'ils avaient continué à travailler ensemble au lieu de paniquer comme une bande d'idiots, un des autres aurait pu facilement l'achever avec un pieu pendant que lui la maintenait au sol. Bien sûr, ça aurait été bien d'avoir un peu d'aide supplémentaire de Joey, d'autant que plus ils sont nombreux à se faire tuer, moins elle aura de boucliers de viande à utiliser pour se protéger. Elle reste convaincue qu'il faut garder Abigail en vie comme monnaie d'échange, mais on ne peut pas vraiment marchander sa vie si elle vous a déjà tous tués avant. À présent, ils sont tous plus ou moins blessés. Le moral est au plus bas et à chaque combat, ils s'affaiblissent un peu plus encore, alors qu'Abigail, elle, devient de plus en plus forte. Il est clair que combattre la fille sur son propre terrain ne va pas marcher. Ils doivent se regrouper et garder une position défensive quelque part dans la maison. Et la prochaine fois qu'ils auront l'occasion de la battre, ils devront s'assurer de ne surtout pas la rater. En bas, Joey utilise ses connaissances médicales pour panser la jambe de Frank. Par chance, elle a une deuxième dose du sédatif qui a endormi la fille plus tôt dans la nuit. Et elle pense qu'il devrait encore une fois faire l'affaire s'ils parviennent à l'attraper. Tout le monde se sépare et fouille la maison pièce par pièce. Et celui qui la trouvera en premier sonnera l'alarme pour que les autres accourent. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner à votre avis ? Quelque part dans la maison, Sammy découvre un vieux coffre en bois qui semble assez grand pour être le cercueil de la jeune fille. Mais elle est soulagée de le trouver vide quand elle ouvre le couvercle. En se promenant dans le couloir, elle s'effraie quand une chauve-souris la charge depuis l'ombre. Et elle finit par tomber à la renverse dans une piscine remplie de dizaines de cadavres dégoûtants et en état de putréfaction. Quand ils entendent que Sammy est en difficulté, le reste du groupe se précipite pour l'aider. Mais pendant qu'ils sont distraits, Abigail émerge des ténèbres juste derrière Peter et il se met immédiatement à courir pour sauver sa vie. Il essaie de verrouiller une porte sur son chemin, mais Abigail la traverse comme si elle était faite de papier de soie, faisant de petits mouvements de ballerine tout en le poursuivant dans les couloirs. Dans le chaos, Frank frappe accidentellement Peter avec une porte, le faisant tomber par-dessus la balustrade et l'envoyant s'écraser à l'étage inférieur. Abigail s'attaque ensuite à l'ancien détective, sautant acrobatiquement après lui alors qu'il tente de s'enfuir et le poussant lui aussi dans les escaliers. Alors que la fille se tient au-dessus de lui, Joey se précipite pour la piquer avec la seringue. Mais elle l'arrache des mains de la jeune femme et la fait passer à travers une des grilles métalliques qui bloque une extrémité du hall d'entrée. Et elle atterrit malheureusement juste hors de portée. Vu que Peter est à terre, c'est à Sammy de sauver la vie de Frank. Mais alors qu'elle saisit Abigail pour la retenir, la fillette lui arrache un bout de bras d'un seul coup de dent. Abigail saisit la jambe de Frank et commence à l'éviter pour l'entraîner plus loin. Mais c'est alors que Peter s'élance vers elle depuis un point surélevé et la plaque au sol. Il la maintient au sol juste assez longtemps pour que Joey puisse enfin lui administrer une dose de la seringue. Quant à Sammy, elle craint d'être sur le point de se transformer en vampire. Mais pour le moment, ils estiment qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Ok, ça c'est vraiment pas bon. Ils disent qu'ils ne sont pas sûrs de ce qui va arriver à Sammy, mais si nous nous basons sur la tradition vampirique, alors il y a 2 possibilités. Et les 2 sont mauvaises.
Soit elle va commencer à se transformer en vampire, soit elle va devenir l'esclave d'Abigail. Ce qui veut dire toutes sortes de problèmes pour le reste de l'équipe. Malheureusement, tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est attendre de voir ce qui lui arrive et réagir à partir de là. En attendant, je veillerai à garder un œil sur elle et à vérifier régulièrement si elle a encore un reflet dans le miroir. Pour ce qui est de s'occuper d'Abigail, il devrait vraiment mettre fin à tout ça maintenant tant qu'elle est immobilisée. Si elle se réveille, elle va être furieuse. Alors c'est peut-être la meilleure et probablement la dernière occasion de l'éliminer que vous aurez jamais. Vous savez, maintenant que j'y pense, pourquoi s'être donné la peine d'administrer des sédatifs? Pendant que Pete la maintenait au sol, ils auraient tout simplement dû utiliser un pieu à la place et s'en tenir là. En plus, ça aurait permis de sauver la vie de Sammy en se débarrassant du vampire qui l'avait mordu. Par conséquent, il n'y avait aucune raison de ne pas mettre fin au combat pendant qu'ils en avaient encore l'occasion. Une de leurs plus grosses erreurs a été de se séparer dès le départ. Abigail a besoin d'eux pour leur sang. Il n'y avait donc aucune raison de partir à sa recherche. Pourquoi ne pas plutôt laisser la fille venir à eux? De cette façon, ils auraient pu la combattre selon leurs propres termes, de manière organisée et avec un grand nombre de combattants. S'ils continuent à la laisser les éliminer un par un, la tâche sera de plus en plus facile pour Miss Vampire. Donc la dernière chose qu'ils doivent faire, c'est lui donner plus d'opportunités en se séparant comme ce putain de Scooby-Doo. Leurs vies sont toutes en jeu là. Il est donc temps de commencer à agir en conséquence avant qu'il ne soit trop tard. Quand Abigail finit par se réveiller, elle se rend compte que les autres l'ont piégée dans l'ascenseur métallique. Et Joey lui dit qu'il est temps d'arrêter de jouer les gentilles petites filles. Frank tente de s'excuser en disant que tout ça n'était qu'un malentendu. Mais Abigail ne va pas en rester là. C'est alors que la fillette révèle que c'est elle qui a organisé ce coup depuis le début. Elle connaît déjà tous les détails sur l'identité de chacun d'entre eux. Non seulement ça, mais elle sait aussi qu'ils ont tous été responsables d'une façon ou d'une autre des problèmes rencontrés par l'entreprise criminelle de sa famille. La vérité, c'est que les 50 millions de dollars n'étaient qu'un tissu de mensonges. La fille les a tous fait venir ici pour les chasser. Et la seule raison pour laquelle elle ne les a pas tués tout de suite, c'est parce qu'elle trouve amusant de jouer avec sa nourriture avant. Abigail décide d'offrir au groupe une dernière chance de se sauver, disant que celui qui la laissera sortir de là aura la vie sauve. Et Joey se retrouve dans un face-à-face avec Pete. Et quand le gars commence à envisager de le faire, Joey le blesse d'un coup de feu sur le côté au moment où il se dirigeait vers la grille. Ce qui fait revenir Pete à la raison. Puis elle emmène Sammy avec elle pour le soigner, laissant Frank seul pour s'occuper de la fille. Dès que les autres sont hors de portée de voix, Abigail conclut un marché avec Frank en lui parlant d'une porte secrète derrière les étagères de la bibliothèque qui lui permettrait de s'enfuir s'il accepte de la laisser sortir. Et quand vient le moment pour Frank de faire sa part du marché, il se contente de se moquer de la gamine qui a vraiment cru qu'il tomberait dans le panneau. Mais c'est alors qu'elle balance toute la grille à travers la pièce, comme elle l'avait prévu de toute façon depuis le début. Et elle bondit pour l'attaquer avant même qu'il n'ait eu le temps de réaliser ce qui vient de se passer. À la dernière seconde, Joey a l'idée de défoncer les panneaux qui bloquent une des fenêtres, laissant entrer un rayon de soleil matinal qui vaporise instantanément la main d'Abigail et force la fillette à reculer juste assez longtemps pour qu'il puisse s'enfuir. Ok, c'est le genre de chose qui vous fait commencer à soutenir le méchant. Combien de fois encore ces idiots vont-ils laisser passer leur chance de se débarrasser d'elle alors que la solution leur crève les yeux? Non mais allô les gars, ils ont tous vu ce que la lumière du soleil vient de lui faire. Et à ce moment-là, cette ballerine vampire était plus affaiblie et blessée qu'elle ne le sera jamais. Tout ce que Frank avait à faire, c'était de s'accrocher à la fille et de la tirer un peu plus loin dans la lumière, de lui mettre la tête dedans et c'en était fini de cette mini Nosferatu. Ou alors ils auraient pu tous les quatre la tirer dans la lumière et elle serait morte sur le coup. Maintenant qu'il fait jour, ils devraient ouvrir toutes les fenêtres qu'ils pourront trouver pour laisser entrer le plus de lumière possible. Et si ces crétins avaient pu prendre ne serait-ce qu'une seule décision intelligente, tout ça aurait été terminé il y a 20 minutes déjà. J'imagine donc qu'il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment ils vont encore réussir à foirer la prochaine fois. Les 4 survivants se regroupent dans la bibliothèque où Sammy touche nerveusement un rayon de soleil venant d'une lucarne. Et elle est soulagée de constater qu'elle est toujours humaine. Du moins pour l'instant. Les choses ne vont pas si bien pour Frank, parce qu'il découvre rapidement que la porte cachée derrière l'étagère n'était qu'une autre des ruses d'Abigail. Ne voulant pas abandonner, Joey commence à fouiller la pièce à la recherche d'autres passages secrets. Mais tout ce qu'elle essaie se révèle être une impasse. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'Abigail ne revienne pour finir le boulot. C'est alors que Sammy se rend compte qu'elle pourrait être capable de déverrouiller les ouvertures sans son matériel de piratage. Tout ce qu'il lui faut, c'est localiser la source d'énergie, et elle pourra alors espérer court-circuiter le système. Alors l'équipe se sépare encore une fois en 2 groupes pour fouiller le reste de la maison. Au bout d'un des couloirs, Pete et Sammy finissent par arriver dans une sorte de vieille serre qui donne la chair de poule. Alors que Sammy commence à perdre son sang-froid, Pete la rassure en lui disant qu'ils peuvent s'en sortir grâce au pouvoir de l'amitié, à condition qu'ils restent unis. Mais dès qu'il lui tourne le dos,
la morsure de Sammy se cicatrise en un clin d'œil, et Abigail la soumet à son contrôle mental. La transformation s'opère si vite qu'elle n'a même pas le temps d'avertir Pete. Et quand il se retourne, il réalise que Sammy s'est volatilisé avant de réapparaître tout à coup dans la pénombre et de se jeter sur lui pour lui arracher un énorme morceau de cou. Et Abigail la manipule comme une marionnette. Après en avoir fini avec Pete, Sammy appelle les autres à l'aide en essayant de les attirer dans un piège. Il la trouve penchée sur le corps de l'homme fort du groupe, faisant mine de s'inquiéter. Mais elle n'est pas très convaincante. Joey voit tout de suite que quelque chose ne va pas, et ils repartent en courant vers la bibliothèque avec Sammy la vampire sur leurs talons. Elle ne tarde pas à les coincer plus loin. Mais alors que Sammy fonce sur eux, Joey brandit un plateau métallique brillant pour refléter la lumière du soleil directement sur elle, la faisant instantanément fondre en un nuage de fragments sanguinolents. Ok, donc ils ont envoyé la jeune femme à la morsure de vampire toute seule avec une seule autre personne. Pas de surprise sur la façon dont ça s'est terminé, les gars. Et Pete, je sais que tu n'étais pas le plus futé de la bande, mais quand la victime d'une morsure de vampire disparaît tout à coup sans crier gare, tu dois tout de suite te mettre sur tes gardes. Ne reste pas là perplexe à attendre qu'on t'arrache la gorge. Le point positif de cette histoire, c'est que Joey a appris un bon truc avec l'attaque par réflexion de la lumière du jour. Ça devrait être utile au cas où Abigail reviendrait. Mais avant que ça n'arrive, cette lucarne me donne une autre idée. Je veux dire, franchement, regardez-la. Elle est découverte. Pas de bouclier sur celle-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de monter là-haut et de sauter. Ce sera peut-être une escalade difficile, mais vous allez voir à quelle vitesse je peux me transformer en Assassin's Creed quand l'autre option est de rester dans les parages et de devenir de la pâtée pour vampire. Nous sommes officiellement arrivés au bout de l'aventure, et il est temps maintenant de voir si quelqu'un sortira de ce manoir en un seul morceau. À ce moment-là, il y a vraiment une porte secrète qui s'ouvre derrière une étagère de la bibliothèque. Le passage les mène loin derrière les murs, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une sorte de salle de contrôle où les attend leur vieil ami Lambert. Mais oh merde, c'est un vampire lui aussi! Lambert colle Joey au mur et se tourne vers Frank pour lui proposer un marché. Il dit qu'il en a assez de travailler pour la famille d'Abigail et qu'il a besoin de l'aide de Frank pour se débarrasser d'elle et de son père afin qu'il puisse prendre le contrôle de toute leur entreprise. Mais d'abord, Frank va devoir devenir l'un d'entre eux. Après réflexion, Frank décide d'accepter le marché et permet à Lambert de le transformer en véritable vampire indépendant, en le mordant et en lui faisant boire un peu de son propre sang infecté. Une fois la transformation terminée, Lambert dit à Frank de finir de s'occuper de Joey. Mais au lieu de ça, Frank transperce Lambert à la poitrine avec un pieu en bois, le trahissant pour s'emparer de tout le pouvoir pour lui tout seul. Au moment où Joey pense que c'est la fin, la petite Abigail arrive et se jette sur Frank par derrière. Mais il se tourne vers elle et commence à la vider de son sang en la mordant dans le cou. Pendant qu'ils sont distraits, Joey utilise le panneau de contrôle voisin pour désactiver le système de sécurité de la maison, ce qui lui donne une chance de s'échapper en courant vers la bibliothèque. Frank la rattrape avant qu'elle ne puisse aller bien loin, jetant Joey sur la passerelle du premier étage et la frappant dans toute la pièce avant de porter le coup fatal. Après avoir dit qu'il allait faire d'elle une de ses marionnettes, Frank la fait passer par-dessus la balustrade et laisse tomber Joey dans le vide vers l'étage inférieur. Mais cette fois-ci, c'est Abigail qui se faufile dans la pièce et la rattrape juste à temps. Elle dit qu'elle a besoin de l'aide de Joey pour éliminer Frank et que si elles y parviennent, elle la laissera rentrer chez elle. Elle décide donc de faire équipe et de se battre une dernière fois contre ce sale type. Avec le soutien de Joey, Abigail commence à botter le cul de Frank en utilisant ses mouvements de ballerine. Mais il est encore trop fort pour que l'une ou l'autre d'entre elles puisse en venir à bout toute seule. Alors que la petite fille vampire est à terre après un très mauvais coup, il neutralise Joey, la mord dans le cou et tente de la convertir en une de ses sous-fifres. Il lui tend un pieu et ordonne à Joey d'achever Abigail pour lui. Mais il s'avère qu'il faut des siècles d'entraînement pour acquérir ce genre de pouvoir. Et quand elle semble sur le point de lui obéir, Joey fait volte-face et retourne l'arme contre Frank. Il parvient à la repousser, mais ça donne à Abigail l'occasion de revenir à l'attaque. Et avec l'aide de Joey, elles enfoncent le pieu dans la poitrine de Frank et l'éliminent dans une énorme gerbe de sang. La fillette remercie Joey pour son aide en disant qu'elle n'a plus à s'inquiéter d'être transformée maintenant que le vampire qui l'a mordu est mort. Mais malheureusement, il ne sera pas si simple de s'enfuir. Abigail tient bel et bien sa part du marché. Mais au moment où Joey s'apprête à s'en aller, le père de la petite fille arrive enfin. Et Joey tombe au sol devant lui, complètement impuissante et terrifiée. Abigail s'interpose entre deux au moment où son père allait s'élancer sur elle, exigeant qu'il laisse partir Joey pour lui avoir sauvé la vie.
Lui tendant la main, il remercie Joey en l'embrassant. Mais il lui dit qu'elle ferait mieux de sortir d'ici avant qu'il ne change d'avis. Éreintée, bouleversée et couverte de sang, Joey titube jusqu'à la camionnette d'où elle sort une sucette dans un papier tout froissé. Puis elle s'éloigne à toute vitesse de la maison sans se retourner. Elle vient d'apprendre une leçon extrêmement importante. La prochaine fois que vous chercherez à gagner de l'argent rapidement, assurez-vous que votre plan n'implique pas le kidnapping de Miss Dracula Junior. Alors ça, c'était tout simplement délirant. Peut-être que ces personnages ne savaient pas ce qu'est ou était un vampire, qu'ils n'avaient jamais vu Dracula et qu'ils pensaient que tout ça leur arrivait pour une raison inconnue. Mais si c'était moi, j'aurais foutu le camp dès le début du film. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous servir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!